Un matin de mai 1944, un train s'immobilise sur une rampe dans le sud de la Pologne. À l'intérieur, l'air est devenu toxique. Des médecins, des enfants, des fermiers entassés depuis 3 jours. Sans eau. Les portes des wagons coulissent brutalement. Le sifflement aigu de la vapeur couvre les pleurs. Mais au milieu du chaos, une voix s'élève, douce, presque rassurante. Un officier SS s'avance, blond, un œil de verre. Il ne crie pas, il sourit. Sa stratégie n'est pas la violence immédiate, c'est la gestion de flux. Il explique calmement la procédure. Une douche, une désinfection sanitaire. Il leur conseille même de mémoriser le numéro du porte-manteau pour retrouver leurs affaires plus vite. C'est un calcul psychologique. Il leur promet de la soupe chaude et du café. La réalité est mathématique. Dans exactement 2 heures, ils seront tous morts. La foule le croit. Le calme revient. Ils entrent dans le bâtiment. Les lourdes portes d'acier se verrouillent derrière le dernier enfant. Quelle est la capacité maximale d'un tel mécanisme? 147 échelons en 56 jours. Ce train sur le quai n'était qu'une seule unité d'une flotte immense. Du 15 mai au 9 juillet 1944, la logistique atteint son point de rupture. 440 000 personnes sont arrachées à la Hongrie. C'est l'équivalent de la population actuelle de Miami, intégralement exterminée en moins de 2 mois. Le processus est mécanique. Le train s'immobilise, les rampes tombent, la sélection opère. 1 heure plus tard, le quai est de nouveau désert. Il ne reste que les valises. Des montagnes de cuir et de tissu qui s'élèvent un peu plus haut après chaque rotation. 80% des arrivants ne franchissent jamais l'entrée du camp. On ne leur attribue aucun matricule. On ne remplit aucune fiche. Ils cessent d'exister administrativement avant même de mourir. Pour l'administration du Reich, cette opération ne se mesure pas en vies humaines, mais en logistique ferroviaire. Le bilan tient en un chiffre. 147 convois. Derrière cette mathématique se tenait un homme à l'œil de verre, qui était capable d'effrayer même les officiers SS, un homme qui a transformé le meurtre en spectacle. À Auschwitz-Birkenau, ce n'était pas seulement un massacre, c'était une performance. Une cruauté si calculée que ses propres collègues détournaient le regard. Ils s'éloignaient des fosses. Leurs estomacs ne tenaient pas face à ces méthodes. Le nom de cet architecte était Otto Moll. Les archives du tribunal militaire prouvent que cette réputation pèsera lourd dans la balance. La justice finira par le rattraper. Même les bourreaux le qualifiaient de sadique incontrôlable. Mais remontez le temps. 3 ans plus tôt, ce bourreau n'est qu'un jardinier. Au camp de Sachsenhausen, Otto Moll dirige une équipe d'entretien. Il plante des fleurs. Il surveille la pelouse. Une tâche invisible, routinière. Mais son zèle attire l'attention d'un supérieur, Rudolf Höss. Lorsque Höss est transféré pour bâtir la plus grande usine de mort de l'histoire, il emmène le jardinier avec lui. Le 2 mai 1941, Moll arrive à Auschwitz. Il ne vient pas seul. Il installe sa famille dans les logements de fonction, à quelques mètres du périmètre. Sa vie privée est un miroir de sa froideur. Sa première femme, Ellie, est morte l'année précédente d'une infection du sang, contractée au cœur même du camp. Moll n'a pas pleuré longtemps. Il s'est remarié quelques semaines après l'enterrement. Désormais, il mène une existence bourgeoise. Il cultive ses parterres de fleurs. Le parfum des roses se mêle à l'odeur lourde et grasse qui commence à s'échapper des cheminées voisines. Il était enfin chez lui. La condamnation à mort de 1946 a une origine précise. Elle sanctionne l'ingénierie déployée 2 ans plus tôt sur le sol de Birkenau. Comment faire disparaître la population d'une ville entière en 24 heures? Les fours sophistiqués ne suffisent pas. La réponse tient en une solution archaïque, les fosses à ciel ouvert. Otto Moll dessine le plan lui-même sur une feuille de papier. Des tranchées creusées avec une inclinaison précise. Au fond, des rigoles de drainage taillées dans la terre. La chaleur intense liquéfie les graisses corporelles. Le liquide coule le long de la pente vers un bac collecteur. Les gardes puisent cette matière avec des seaux. Ils la reversent sur les flammes pour alimenter le brasier. Le tirage est nul. Une fumée noire et grasse refuse de monter. Elle rampe au ras du sol et sature l'air sur des kilomètres. 15 000 corps par jour. Ce chiffre dépasse toute capacité industrielle connue. C'est une ville allemande moyenne anéantie à chaque lever de soleil. Le survivant du Sonderkommando, Alter Feinsilber, a décrit ces 8 semaines. Une zone de terreur absolue où le moindre retard valait une balle dans la nuque. Mais l'ingénieur des fosses avait un autre visage.
Quelques mètres plus loin, la violence s'évaporait. Moll accueillait les familles sur le quai avec une politesse exquise et guidait lui-même les enfants vers le chemin de terre. Cette ingénierie de la fosse commune n'était pas une improvisation de 1944, mais une compétence validée par Berlin un an plus tôt. Le 20 avril 1943, jour de l'anniversaire d'Hitler, Otto Moll reçoit la Croix du Mérite de guerre de première classe avec épée. D'ordinaire, cette médaille récompense la logistique ferroviaire ou le ravitaillement du front. Ici, elle salue l'organisation d'une chaîne de montage mortelle. Dans toute la hiérarchie d'Auschwitz, un seul autre officier arbore cette distinction, le commandant Rudolf Höss. Moll n'est pas décoré pour sa bravoure, il est décoré pour son rendement. C'est cette réputation qui provoque son rappel urgent en mai 1944. La SS le nomme chef absolu des crématoires. Le système a besoin de son meilleur technicien. La plus vaste opération de déportation unique de l'histoire du génocide est sur le point de débuter. La route vers cette croix de guerre ne commence pas par une stratégie militaire. Elle débute par une catastrophe sanitaire absolue. Automne 1942. Les crématoriums industriels n'existent pas encore. Le massacre se fait de manière artisanale. Bunker 1. 2 chaumières reconverties où l'on déverse le zyklon B. Mais la terre ne peut plus absorber le rythme. Des centaines de milliers de corps s'entassent dans des fosses peu profondes. Le sol sature. Les jus de la décomposition s'infiltrent dans la nappe phréatique. C'est ici que le système vacille. À quelques mètres du périmètre, les familles des officiers SS vivent dans des villas confortables. Mais l'eau qui coule de leur robinet est empoisonnée par les cadavres. L'odeur de putréfaction traverse les murs des maisons allemandes. Le typhus menace de tuer les bourreaux. Berlin exige une solution immédiate. Moll et l'officier Franz Hössler reçoivent l'ordre de nettoyer l'épreuve. Il faut vider la terre. Les prisonniers sont forcés d'ouvrir les tombes gorgées d'eau et d'extraire les morts à la main. L'opération de crémation à ciel ouvert dure de septembre à novembre 1942. Pour obliger les détenus à creuser dans la putréfaction, il fallait la réputation du boucher de juin 1942. L'homme porte une prothèse oculaire en verre. Ce regard fixe lui vaut un premier surnom, le Cyclope. Le second est plus sanglant, Schweinemetzger, le boucher de porc. Même au sein de la SS, il est l'individu le plus redouté du complexe. Il prend le commandement de la Strafkompanie, la compagnie punitive. On y finit pour des fautes minuscules. Parler à un civil, voler du pain. La sentence se purge au bloc 11, d'1 mois à 1 an de travaux forcés. C'est ici que le système teste ses limites. La brutalité de la section punitive brise les détenus et détruit l'empathie des gardiens. L'isolement est total. La terreur du bloc 11 possédait une incarnation physique que les survivants n'ont jamais pu effacer. Benjamin Jacobs a décrit ce visage avec une précision clinique. Cheveux blancs, coupe militaire stricte, des traits ciselés. Mais cette symétrie s'effondrait dès qu'il ouvrait la bouche. Quand Moll parlait, sa voix résonnait et son œil valide suivait son interlocuteur. L'autre restait absolument figé. C'était une prothèse en verre. Ce disque inerte créait une dissonance sensorielle terrifiante. Le mouvement de la vie à gauche, le vide minéral à droite. Jacobs notait qu'aucun cœur ne semblait battre sous sa poitrine, seulement du froid. De 1938 à 1941, Moll a affiné cette absence d'empathie au camp de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Il y dirigeait une équipe de jardiniers, une tâche banale au milieu de l'enfer. Les barbelés retenaient pourtant des cibles stratégiques, comme Yakov Djougashvili, le fils aîné de Staline. Le dictateur a refusé de négocier sa libération. Yakov est mort dans l'enceinte du camp, en 1943. Ce regard de verre n'était pas inné. Il est le résultat mécanique d'une fraction de seconde sur l'asphalte. Fin des années 30, une route de campagne relie Brno à Oranienburg. Le camion de la SS percute un véhicule civil de plein fouet. Le métal se déchire. Un officier meurt sur le coup. Les secouristes extraient le corps d'Otto Moll de l'épave fumante. Des éclats de pare-brise scintillent sur le tissu noir de son uniforme. Le bilan clinique est lourd. Fracture du crâne, l'œil droit est détruit. Il passe des mois en convalescence avant de recevoir sa prothèse. Mais la chirurgie ne voit pas l'essentiel. L'impact a provoqué une lésion des lobes frontaux. C'est la zone du cerveau qui régule les émotions, celle qui gère l'empathie. Les mécanismes de freinage social ont sauté en même temps que son orbite. Les rapports psychiatriques d'après-guerre confirmeront que ce traumatisme crânien a causé une altération irréversible de sa personnalité. La blessure physique a préparé le terrain.
Mais c'est la machine d'État qui a semé la haine. Son cerveau endommagé a absorbé l'idéologie ambiante comme un logiciel correctif. L'échelle du système dépasse l'entendement. Ce n'est pas une poignée de prisons, c'est une industrie continentale. Pour saisir l'ampleur, il faut regarder une carte moderne. Le Troisième Reich a construit plus de lieux de détention qu'il n'y a d'écoles dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Moll a 17 ans. Autour de lui, la République de Weimar s'effondre. Le traité de Versailles n'est pas un document diplomatique, c'est une humiliation qui brûle. L'économie est à genoux, le peuple réclame des coupables, le parti leur sert les juifs et les communistes sur un plateau. La rhétorique se transforme immédiatement en béton et en barbelé. 2 mois seulement après la prise de pouvoir d'Hitler, Dachau ouvre ses portes. C'est le prototype. Le modèle fonctionne. Il se duplique à travers l'Europe occupée avec une efficacité virale. En 1945, l'inventaire final recensait 44 000 camps. Avant l'accident et avant les barbelés, rien dans son dossier ne laissait présager la catastrophe. 4 mars 1915, Hohenschönberg. Otto Moll grandit dans une Allemagne en crise, mais son profil reste désespérément vide de violence. Était-il né meurtrier? La réponse est documentaire. Non, il était jardinier. Le contraste est absolu. Le futur architecte des crématoires possédait un diplôme d'horticulture officiel. Il savait faire pousser la vie. 1935, Moll s'engage dans la SS. Pas dans un commando d'exécution, dans la fanfare. Le son des cuivres résonnait dans les cours des casernes. Il jouait des marches bravaches pour les troupes. Une cadence stricte, une mélodie ordonnée. La partition s'est arrêtée là.